Bonsoir à tous. Les prix des produits de première nécessité divisent consommateurs, commerçants et administrations publiques chargés de la régulation. Malgré le plafonnement des prix de certains produits par le cadre de concertation, les marchés n'ont pas malheureusement suivi. Mais à qui la faute? Voici le menu de controverse de ce 6 avril 2017. Et pour en parler, nous sommes avec M. Mohamed Balima Tega, il est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Avec nous ce soir, M. Pierre Nakoulma, président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Et avec nous, M. Seydou Zanga Sessouma, il est de la Chambre de commerce. Avec nous aussi, M. Moussa Diallo de la Coalition contre la vie chère. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir donc à vous. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 ou encore en postant vos messages sur notre page facebook.com/controverse-rtb. Mais tout d'abord, suivons cette enquête sur la situation réelle des prix sur le marché. Notre équipe s'est rendue dans les commerces les plus proches des populations. Suivez, c'est un reportage signé de Zalissa Sanfo. Vie chère. Pour les consommateurs que nous rencontrons ce matin, jamais ce terme n'a autant répondu à son nom. Prix du riz, du pain, du sucre, de l'huile, du ciment. Bref, les prix des produits de grande consommation et même de ceux qui ne le sont pas sont à la hausse. Et pour les consommateurs, ces prix sont de nature à appauvrir davantage. En pareille situation, la pilule est amère à avaler. Maintenant, c'est l'enfer. À ce rythme, on va tous déserter cette ville. Avant, je payais mon sac de riz à 17 500 francs CFA. Aujourd'hui, le même sac coûte 21 000 francs CFA. Lui là, on vendait ça le litre à 750, maintenant ça venait jusqu'à 900. Le riz, on vendait le kilo à 350, c'est devenu à 450. Personne ne sait à quel saint se vouer. Ni les consommateurs, ni les revendeurs qui ont accepté se soumettre à nos questions n'ont pu nous donner une explication plausible de cette flambée des prix. Consommateurs et revendeurs disent broyer du noir, qui pour vendre, qui pour acheter. Alors ils appellent à une explication claire de l'État, à défaut de trouver une solution pour qu'ils puissent manger à leur faim. Voilà, ils appellent donc à une explication en clair de l'État. Monsieur Pierre Nakoulma, comme ces consommateurs que vous défendez et représentez sur ce plateau, on constate effectivement qu'il y a cette tendance à l'inflation des prix, aussi bien des produits, des denrées alimentaires et aussi des produits de grande consommation. Bonsoir. Je pense que c'est sans commentaire. Le constat est amer. Les prix ne font que grimper. Et je pense que c'est vraiment légitime que les consommateurs interpellent l'autorité pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui a pu bien nous conduire à cette situation. Surtout et pour vous, c'est quoi le problème? À qui la faute, justement? Non, je pense qu'il est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord l'insuffisance de la production nationale qui nous conduit à une importation complémentaire de ce que nous consommons. Il y a aussi le transport, c'est ce qu'ils nous disent d'habitude. Au niveau du transport, ça ne fait que renchérir du point de vue des raquettes sur tous les corridors. Et l'un dans l'autre, chacun trouve des raisons pour pouvoir renchérir son produit. Mais le consommateur ne fait que trimer, ne fait que travailler pour ça. Et il est important que très vite des solutions puissent être trouvées pour que le Mais est-ce que pour vous, ce sont justement ces arguments que vous recevez de la part donc, des commerçants, des opérateurs économiques? Est-ce que pour vous, c'est valable, c'est recevable? Non, nous on ne pose pas la question en termes de recevabilité. Nous, je pense que nous avons un texte devant nous qui fixe des prix. Nous, au niveau des organisations de consommateurs que nous sommes, c'est comment l'État fait pour respecter la règle. Si l'État fixe des prix, il est très important que l'État puisse se donner les moyens de faire respecter la règle. Je pense que c'est ça notre préoccupation.
Monsieur Diallo, vous aussi. Oui, je voudrais aussi ajouter que nous constatons la flambée des prix. C'est une réalité. Et ce que nous, au niveau de la coalition, nous demandons, c'est justement que l'État s'assume. Parce qu'il y a des textes, il faut les appliquer. Alors, M. Balima, il faut que l'État s'assume. Il y a effectivement des textes. Il y a récemment le cadre de concertation qui s'est réuni, qui a pris des décisions. Et sur le terrain, les prix ne suivent pas. Merci. Je vous remercie d'abord pour au nom des autorités du ministère, qui ont bien voulu me désigner pour répondre à votre invitation. Et, en tout cas, on souhaiterait qu'à l'issue de ça, on soit bien compris, parce que c'est un travail, c'est l'État, c'est un travail qui se fait. Vous savez que jusqu'à 1994, les prix étaient administrés par l'État. Dans le temps, vous savez, contrôle des prix, tout le monde courait, c'était difficile. Bon, en 1994, l'Assemblée des députés du peuple a pris une loi qui libéralise les prix. À partir de ce moment, les prix étaient libres, sauf quelques rares produits, 5 produits, qui étaient soumis à contrôle. Et naturellement, la structure de contrôle des prix a été démantelée, les cadres ont été affectés dans certaines régions, et il y avait un peu de temps pour suivre. Et on avançait dans la libéralisation, ça marchait, et paf. Alors, vous êtes en train clairement de nous dire pour les téléspectateurs qu'à l'heure actuelle, les prix sont libres et chaque commerçant est libre donc de fixer le prix qu'il veut. Justement, il faut que j'explique. Si je n'explique pas, oui, vous n'allez pas voir. Bon, il faut que j'explique parce que à partir de ce moment, c'est à partir de 2014, 2008. Oui. Vous avez vu, 2008, la crise est arrivée. Oui. Le monde entier avait des difficultés. 2011, ça c'était très grave. Alors que les prix sont libres parce que c'est une loi qui les fixait. Et chaque État, excusez-moi, devait courir pour chercher les solutions. Si vous avez remarqué, le Trésor public même a autorisé une sorte de détaxation pour des commerçants qui ont importé des vivres à l'époque que l'État voulait vendre moins cher. Les résultats, on ne sait pas ce qu'il y a. Et deuxièmement, si vous avez remarqué aussi, on est passé de boutique en boutique pour relever, pour faire les stocks et fixer les prix que l'État a fait pour qu'on puisse vendre moins cher. Parce que tout simplement, c'était les méthodes qui étaient à portée de main. Vous tous avez suivi, les résultats sont là. Maintenant... Ça n'a pas suffi pour arrêter... Ça n'a pas suffi, puisque l'État ne peut pas toujours enlever de l'argent au trésor pour aller compenser des choses, tout ça. Et c'est là que les gens ont réfléchi. En 2011, on a dit, bon, il faut qu'on fixe les prix, il faut qu'on administre les prix. Il faut qu'on administre les prix. Et à cette époque-là maintenant, comment il faut faire? Heureusement que la loi 15... Il faut dire qu'en 2011, c'est à l'issue d'une autre crise. Voilà, c'est ça. Heureusement que la loi est là. La loi avait prévu que si l'État a des difficultés, il peut administrer les prix à condition qu'on donne la liste des produits qui seront agréés par la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, qui est l'œil et l'oreille de l'UEMOA, de CEDEAO, tout ça. Et la fixation devait se faire par le ministère. C'est là que vous avez vu les 19 produits. On a administré les produits, les prix. L'administration des prix, il faut savoir qu'il y a les produits que nous importons. Ce n'est pas l'État qui les achète. On importe les produits. Une fois que les produits sont importés, le commerçant rentre avec les produits. Il y a des dépenses réglementaires. L'État a fixé les dépenses qu'il faut prendre en compte. Et à partir de ces dépenses réglementaires, l'État dit, maintenant, pour ces 19 produits, vous ne pouvez pas vendre comme vous voulez. Et l'État a fixé des marges, des marges bénéficiaires. Il faut dire que c'est à l'issue d'une concertation où tout le monde est représenté. Voilà. Donc, justement, j'en venais au CCT, le cadre de concertation, puisque comme l'État a décidé de fixer, d'administrer les prix, si on le fait sans que les gens ne soient associés, c'est évident que l'application sera très difficile. Et c'est là qu'on a créé par décret le cadre de concertation technique et tripartite, l'État, les opérateurs économiques, les protecteurs des consommateurs
et les syndicats, tout le monde s'est assis pour se mettre d'accord sur comment faire le travail. Et maintenant, on a sorti pour les produits importés, pour les produits de production nationale, les unités nationales. Pour les unités nationales, l'État a dit, pour les produits de grande consommation, vous produisez un dossier qui montre les charges incompressibles, les charges réglementaires aussi. Et vous produisez et vous présentez à l'État qui fait étudier et qui fixe les prix par arrêté. Alors, pour les céréales, il y a un texte qui est sorti et on devait fixer les prix. C'est les gouverneurs qui devaient, vous savez qu'ils ont des ministres aussi, les DG de l'agriculture, du commerce, de l'eau, tout. On doit les réunir pour voir la production. Vous savez que par exemple à Gawa, la production à Gawa n'est pas la même qu'à Dori. Donc il faut qu'en ce moment-là, on puisse fixer les prix localement, les régions fixer les prix. Et voilà le dispositif qui a été mis en place pour le contrôle. On a bien compris. Pour la fixation des prix d'abord, on n'est pas au contrôle. Pour Absolument. la fixation des prix. Oui. Toujours est-il que les prix ont été fixés, mais sur le terrain, M. Sissouma, vous, opérateurs économiques et commerçants, vous ne respectez pas toujours ces prix qui ont été fixés. Okay, merci, M. Simon Nkungu. Je voudrais avant tout saluer les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Et par rapport à l'élément que vous avez passé, je ne pourrais pas dire quelque chose qui est différent de ceux qui ont intervenu avant moi. Mais nous sommes d'autant fiers que ce plateau va avoir lieu et va permettre effectivement à l'ensemble des acteurs de donner des explications à la population. Et c'est une fenêtre pour moi du cadre de concertation tripartite qui s'ouvre ici et pour montrer la teneur en tout cas des échanges qui se passent à ce niveau. Parce que le plus souvent, c'est le manque d'informations et les gens interviennent sur des questions dont ils n'ont pas les données et ça participe effectivement à envenimer la situation et l'opinion publique. Et nous sommes ici aux préoccupations, en tout cas, qu'on pourra en tout cas soulever. Mais pour le moment, nous pensons que ce que mes prédécesseurs ont dit est exact parce que les prix, il y a des évolutions, mais il y a des explications que nous allons donner. Et les explications, justement. Pourquoi aujourd'hui, on prend le ciment, par exemple, le sac de ciment devrait coûter 5 000 francs, la tonne 100 000, mais jusqu'à aujourd'hui, rien que hier, on a reçu des témoignages où des gens payent encore la tonne à 110 000, voire 115 000 francs CFA. Et très souvent même, c'est difficile à trouver sur la place du marché. Merci. Oui, c'est pourquoi je disais qu'il faut donner des explications à la population. Oui. Et il faut savoir que, puisque vous parlez de ciment, c'est au cadre que nous... C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être l'huile, ça peut être le riz. De ciment. Et lorsque vous parlez, vous ne donnez pas les précisions. C'est au cadre de concertation tripartite qui a eu lieu le 14 mars dernier que l'information a été donnée, que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, en tout cas un dispositif qui va permettre en tout cas de vendre le ciment CPJ, c'est pas tout ciment CPJ 45 au prix que vous avez indiqué. Mais il faut croire au gouvernement et à l'ensemble des cimentiers de ce pays. Donc c'est trop tôt pour constater la baisse des prix, c'est ça? Parce que c'est un processus et ça ne peut pas... C'est quand même 3 semaines après, c'est depuis le 14 mars. Monsieur Balima. Oui, il faut dire que le décret qui crée le cadre de concertation technique ne lui donne pas un pouvoir pour décider. Le cadre ne fixe pas les prix. Mais c'est un cadre qui a été fait pour une large concertation afin que les prix qui seront fixés par l'autorité puissent être respectés
et que les contrôles soient faciles. Donc c'est un processus, comme il l'a dit. Le cadre de concertation s'est réuni et ils ont discuté. Les syndicats, les associations de consommateurs, les opérateurs, tout le monde s'est réuni et on a proposé, et c'est ce qui a été adopté. Maintenant, c'est à l'autorité qui va certainement par arrêté fixer ses prix. Et ce qui n'est pas encore fait. Bon, ça est en cours, je crois que ça est en cours. Alors, M. Napoulman, les prix sont arrêtés depuis pratiquement 3 semaines. Et jusque-là, la population continue de souffrir sur le terrain. Ouais, je pense que vous, si vous constatez comme moi, parce qu'on attend, c'est à l'autorité de nous dire à partir de quand ça s'applique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des difficultés sur le terrain. Nous, l'impression qu'on a, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord par la queue. Parce que voilà un cadre qui est créé, auquel on ne donne pas tous les moyens de pouvoir effectivement faire le travail qui s'y est. Parce que c'est ça aussi la difficulté. Et c'est quoi vous appelez moyen? Bon, tous les moyens, c'est... Oui, vous avez écouté ce que l'autorité m'a dit tout de suite. Le cadre, c'est un cadre pour se concerter. Pour que tous les différents acteurs autour d'une table puissent convenir de quelque chose. Mais la question qu'il faut se poser, quand on convient de quelque chose, à quel moment ça s'applique? C'est l'autorité qui doit faire l'arrêté pour dire à partir de maintenant, c'est comme ça. Et comme l'autorité, d'après ce qu'ils ont dit, l'autorité n'a pas encore sorti l'arrêté, les populations sont toujours dans l'attente. Donc je pense que c'est un constat que nous faisons et il est important que l'autorité presse un peu les pas parce que le panier de la ménagère en souffre et c'est très important pour les populations qu'on puisse effectivement aller à l'application. On sait qu'il va y avoir des difficultés dans l'application, mais il faut se donner les moyens de démarrer l'opération. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va arrêter l'hémorragie financière. C'est ça aussi la difficulté. Parce qu'au fur et à mesure qu'on attend, au niveau des populations, l'impatience se faisant sentir, il faut bien qu'on presse un peu les pas pour qu'on voit ça concrètement sur le terrain. Alors, la faute finalement à l'autorité qui ne presse pas les pas, comme il est dit? Bon, dire que la faute à l'autorité, c'est un choix. Vous pouvez arbitrairement prendre un texte et, comme il l'a dit lui-même, l'application est difficile. Donc, c'est un processus. Vous avez vu même qu'à la sortie du cadre de concertation, toutes les masses médias ont été informées des décisions. Ils sont passés dans toutes les radios, partout, pour informer de ce qu'il y a. Certainement, c'est pour récolter, et j'ai vu les réactions. Donc, ça veut dire que quand les dispositions, quand l'arrêté va sortir, l'application ne sera pas... Oui, mais le problème, en fait, qui se pose, c'est qu'il y a 3 semaines de cela que la concertation a eu lieu. Jusqu'à aujourd'hui, on attend encore le décret d'application. C'est ça la question, en fait. Bon, disons que ce temps, vous connaissez l'administration, certainement, c'est bientôt, je suis sûr que dans la semaine, certainement... en tout cas, une fois que... Parce que, en réalité, ce qui a été dit, c'est des recommandations que le cadre de concertation tripartite a données. C'est des recommandations. Il faut que l'autorité adopte ces recommandations, les accepte, peut modifier, peut ne pas modifier. C'est le processus de l'administration. Donc, oui, mais c'est la lenteur du processus peut-être qui pose problème. Monsieur Sessouma, avant de venir à Monsieur Diallo, alors, il y avait des opérateurs économiques et des commerçants représentés dans le cadre, donc, qui étaient d'accord avec les prix qui ont été décidés, je crois. Il faut savoir, c'est que c'est un objectif qui... En fait, la question, vous étiez d'accord avec le prix qui a été proposé? Donc, finalement, ça devrait... Les membres du cadre qui disposent des prix. Et nous avons tous suivi avec enthousiasme que, effectivement, nous allons pouvoir céder le ciment à 100 000 francs à la consommation finale. C'est-à-dire que les acteurs du ciment étaient d'accord qu'effectivement on pouvait céder le ciment. C'était une bonne initiative. Ça va permettre effectivement que ce ciment CPJ 45 puisse être plus accessible financièrement à l'ensemble de la population. Et nous avons salué effectivement
cette proposition, en tout cas du cadre. Et aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement et l'association des cimentiers du Burkina travaillent pour rendre effectivement cette Alors, déclaration. on ne parle pas que de ciment, hein, il y a beaucoup d'autres produits. On a parlé de 19 produits concernés. Mais toujours est-il que sur le terrain, toujours concernant ces 19 produits-là, rien n'a changé. Bon, dire que rien n'a changé, en je fait, ne sais pour le pas, consommateur, si on comprend que les opérateurs économiques sont associés dans le cadre de concertation, donc étant donc impliqués, qui étaient d'accord avec le principe, pourquoi sur le terrain les choses ne changent pas? Le plus souvent, sur le terrain, les gens n'ont pas d'éléments de comparaison. Et souvent, lorsqu'on donne des arrêtés et on donne on limite des prix, il y a des précisions que les gens ne prennent pas. Pour le riz, par exemple, il ne s'agit pas de tous les riz sur le marché. Et il s'agit d'une qualité de riz et 25% brisure qui est concernée par la mesure. Et pour le sucre également, le prix de 600 francs pour le granulé et 750 pour les morceaux ont été reconduits pour être les limites. Donc pour ce type de sucre produit nationalement. Mais comme M. Tegal a si bien dit, les produits qui sont importés, il y a un autre système de contrôle, notamment la limitation des marges. Et quand on parle de limitation des marges, ça veut dire que... En français facile. Lorsqu'on fait une importation, ce sont les éléments qui ont concouru à l'importation du bien, alors donc qui permettent effectivement de déterminer la limite effectivement que le gouvernement a fixée. Notamment pour le riz, c'est 12% de marge bénéficiaire et le sucre importé, c'est 15%. Et donc, c'est après le calcul qu'on peut savoir quelle est la limite qu'il ne faut pas dépasser pour les produits d'importation. Donc, en général, les gens confondent produits d'importation et puis produits nationaux. Donc, là où les prix sont maîtrisés et fixés par l'État en concertation avec les producteurs, et les prix sont connus de tous. Mais là où il y a l'importation, il faut savoir que nous ne pouvons pas fixer les prix des produits au Burkina ici. Le sucre, les cours internationaux ne se fixent pas au Burkina. Donc c'est après l'importation et après... Et là, c'est franchement l'esguidon, c'est-à-dire que chaque commerçant peut fixer le prix qu'il veut. Ce n'est pas l'esguidon, c'est plutôt une liberté contrôlée. Puisque lorsque vous allez fixer votre prix, vous êtes obligé, vous êtes tenu de fournir la structure, en tout cas de ce prix-là, à l'autorité pour qu'elle apprécie. Alors, Monsieur Nankolma, est-ce que Monsieur Diallo, pardon, on vous voit réagir tout à l'heure. Okay. Vous avez l'impression peut-être que le verre est à moitié vide. Quand j'écoute les opérateurs économiques, je souris parce que dans la démarche, on a fixé des marges supérieures. Mais dans la pratique, les commerçants pratiquent les limites supérieures. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Il y a une marge bénéficiaire. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la limite supérieure. Mais dans les faits, les gens pratiquent les limites supérieures. Ça, c'est déjà un problème. On vous dit, la concurrence n'existe pas. Quand vous regardez, il y a plusieurs cimenteries au Burkina Faso, parce qu'on a fixé des marges, tout le monde pratique le même prix. Et par conséquent, le consommateur ne peut qu'en être victime. Et c'est ce qu'on note. Encore que... C'est-à-dire que parmi les cimenteries... je reviens sur l'explication donnée par l'administration, nous sommes un peu réservés sur cette lenteur administrative qu'on a décriée depuis tant d'années. Et nous pensons qu'on était arrivé à un niveau où il y a eu changement dans ce pays. On constate que ce sont les mêmes lenteurs qui se poursuivent. Et il faut corriger ça à temps. Parce que vous savez, quand les organisations de la société civile interpellent, c'est en toute responsabilité, c'est pour l'intérêt de tous. Il a parlé de 2008, les émeutes de la fin de 2008, là. Les gens avaient prévenu
avait attiré l'attention des autorités pour qu'on tienne compte des intérêts des consommateurs. Il a fallu que des situations incontrôlées se produisent pour qu'on prenne conscience qu'on peut fixer des prix, qu'on peut contrôler des prix. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre ces situations désagréables, regrettables encore, avant de prendre conscience. Aussi bien au niveau du gouvernement que des opérateurs économiques, je pense que nous qui les interpellons, il est de leurs propres intérêts et de nos intérêts aussi, bien sûr, à ce qu'on prenne les mesures de façon diligente. Parce que quand la situation devient intenable, vous allez assister à des choses, en tout cas des mouvements, que personne n'aurait souhaité. Donc, je pense que c'est important d'en tenir compte. Alors, monsieur Sessouma déjà, sur la marge. Merci. Et monsieur Diallo parle de non-existence de la concurrence. Ce n'est pas possible. Les commerçants ne se concertent pas pour fixer leurs prix. Et lorsque vous dites que la concurrence n'existe pas et on applique le maximum, non, le maximum ne peut même pas s'appliquer. Et à partir du moment où il n'y a pas de monopole, les commerçants interviennent librement sur le terrain. Et lorsque un commerçant vient à importer un produit, et il a les éléments qui ont concouru à l'importation de ce produit dans ce pays. Et c'est ça qui permet de déterminer son prix de revient. Et donc, en appliquant le taux de marge accepté par l'État, il dégage ainsi le prix de vente maximum autorisé pour son produit. Et c'est ça qui est appliqué. Et je disais que les gens n'ont pas, en général, d'autres éléments de comparaison. Pour eux, les prix sont en train d'évoluer, d'augmenter. Quand il y a une augmentation sur le plan international, ça se fait sentir. Mais quand il y a également une baisse, cela se fait sentir, les prix vont baisser et les gens vont remarquer effectivement ces différentes variations. Alors, M. Nakoulma secoue sa tête parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Non, je pense que maintenant on va rentrer dans le vif du débat. On est en train de tourner autour du pot. La réalité est tout autre. Monsieur du ministère du Commerce parlait tout de suite de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Cette structure, en fait, dont nous ne voyons même pas, sa nécessité, parce que vous avez en face une structure, une organisation, vous avez en face des opérateurs privés très organisés avec la Chambre du commerce. Là, nous sommes en face d'un rapport de force. Et ils sont très bien organisés au niveau de la Chambre de commerce. Et au niveau des consommateurs, la structure qui devait nous appartenir est entre les mains de l'administration. La Commission nationale de la consommation et de la concurrence est entre les mains de l'administration qui fait fonctionner cette structure-là à volonté. La preuve, je vais vous donner un exemple très précis. Sur le pain. Sur le pain, nous avons eu à discuter. Nous sommes arrivés même à prendre des engagements. Les opérateurs économiques ont accepté, respecté l'arrêté au niveau du ministère du Commerce. Mais jusqu'à présent, quand vous allez dans les boulangeries, c'est le statu quo. C'est le statu quo. Et je pense qu'il est important qu'on ne joue plus à ce jeu-là. Parce que ce jeu qu'on joue là, ce n'est pas un bon jeu. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on n'est pas suffisamment prêt pour pouvoir appliquer une décision. Quand on n'est pas prêt, on dit, en prenant la décision, à partir de cette date, tout le monde est contraint à cette application. Et puis, je pense que l'affichage des prix est une obligation au niveau des commerçants. Mais personne n'y veille. Comme monsieur de la Chambre de commerce dit que quand il y a une baisse, ça se sent, mais j'ai rarement vu une baisse que nous avons sentie au niveau des consommateurs. Quand on monte, on ne descend plus. Et je pense que la lutte qu'on a tirée jusque-là, c'est pour que ça baisse. Parce que généralement, quand ça monte, ça ne descend plus. Et il est très important, à ce niveau-là, qu'on puisse aujourd'hui, sans langue de bois, dire où se trouve le vrai problème. Le vrai problème pour nous, c'est le refus manifeste du secteur privé d'appliquer les décisions du cadre de concertation. Si on estime que les décisions du cadre de concertation ne sont pas suffisamment discutées, ne sont pas suffisamment échangées, qu'on retourne au niveau du cadre de concertation et qu'on discute de telle sorte que l'administration te donne les moyens de pouvoir les mettre en œuvre.
Parce que ce n'est pas nous. Nous n'avons pas exigé ces prix. Ces prix, c'est l'autorité, de façon concertée avec le secteur privé, que ces prix ont été arrêtés. Maintenant qu'on nous dise, comme on dit que c'est toujours en cours, qu'on nous dise à partir de quelle date ces prix vont rentrer en application. Parce que nous avons eu des prix de l'intérieur du pays. Contrairement à ce qu'on pense, même les prix qu'on avait au niveau au 14, aujourd'hui, ces prix-là ne sont même plus d'actualité puisque ça continue d'augmenter. Donc, il est urgent pour nous que nous puissions savoir à partir de quelle date ces prix-là vont rentrer en application pour apaiser les populations. Alors, M. Tega. Oui, merci bien. Par rapport à la baisse qui ne se manifeste pas quand le prix du produit à l'international baisse, si ça ne se fait pas, l'administration, puisque je vous ai dit que c'est une disposition du texte qui impose la structure des prix. Et le commerçant, quand il fait rentrer le produit, il est obligé de faire une fiche de décomposition. Toutes les dépenses, il doit les marquer. Et nous devons, en tant que structure de contrôle, mais est-ce que ça se fait de façon pratique? Si ça se fait, bon, parce que s'il y a un arrivage, normalement, le commerçant fait cet exercice, il fait la décomposition, et les équipes de contrôle veillent à ce que, non seulement les pièces justificatives des dépenses, ça doit être présenté, les charges, ça doit être présenté, et l'application de la marge doit être de rigueur. C'est là qu'on fixe le prix de vente maximum à ne pas payer les PVMA autorisés. Et sur le terrain, et ça circule par facture. C'est la facturation qui transmet le grossiste, celui qui a fait, il vend au grossiste en indiquant le PVMA. Lui, il vend au demi-grossiste en indiquant, jusqu'au détaillant en indiquant. Et quand nous allons sur le terrain, nous exigeons la facture et le PVMA. Donc, c'est un problème peut-être de contrôle. Sinon, le commerçant qui ne l'a pas fait, si on va sur le terrain, il n'a pas fait la fiche de décomposition, il n'arrive pas à justifier pourquoi il vend ce prix, ben, l'administration tape dessus. Donc, maintenant, peut-être que c'est... Sur le contrôle, on ne sent pas cette efficacité, justement. Très souvent, ce qu'on apprend, c'est que les acteurs de contrôle n'ont même pas les moyens de se déplacer sur le terrain. Contrôle, il faut se dire que, je vous ai dit qu'après 1994, c'est un démantèlement. C'est-à-dire que les agents de contrôle qui étaient là pour contrôler les règles de la concurrence... Donc aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité de contrôle? Non, j'arrive. Non, mais allez directement sur la question. Aujourd'hui, si, les contrôles, c'est-à-dire que depuis 2008, on a réactivé les contrôles et la déconcentration du ministère. Aujourd'hui, nous sommes à 9 régions sur 13 où il y a les directions régionales. On a recruté du personnel. Les agents de contrôle sont sur le terrain, mais je crois qu'on a en gros une cinquantaine pour tout le pays. Alors, une question concrète. Rien que la semaine dernière, il y a exactement 10 jours de cela, vos agents étaient sur le terrain. Vous avez contrôlé le pain. Oui. On a constaté sur le terrain que ces pains-là ne respectaient pas justement les mesures qui avaient été arrêtées. Mais jusqu'à aujourd'hui, le même problème se pose. Disons que ce matin même, nous avons envoyé les équipes sur le terrain pour voir s'il y a la production. Il y a des boulangeries qui ont entamé, parce que je rappelle, comme le patron de la Ligue disait tout de suite, il y a eu une dernière concertation où le cadre, tout le monde s'est engagé à respecter jusqu'à 3 mois. Le statu quo est gardé. Obligation de produire le pain de 180 grammes. Obligation de produire le pain de 200 grammes en quantité suffisante, comme le dit le texte, pendant les 3 mois, en attendant qu'on réfléchisse au problème. Alors, on a compris. On va donner la parole à M. Sessouma. Je voudrais revenir sur le prix du sucre et également sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure, notamment les prix que vous pensez que les commerçants ne respectent pas.
On a eu l'exemple, par exemple, avec les frais de transport, avec, par exemple, la baisse des prix des hydrocarbures. Les transporteurs l'élément que moi j'ai, c'est les informations du dernier cadre de concertation tripartite, en tout cas, qui a eu lieu. Et le ministère même a pu communiquer les prix relevés pour le sucre, en tout cas, les 12 derniers mois. Mais pourquoi les prix ne sont pas affichés, comme le dit M. Napoléon? En tout cas, à l'observation, ces prix respectent bien les prix fixés par le gouvernement. Mais pourquoi Parce que pour le sucre granulé, je voudrais préciser, pour le sucre granulé, pour l'année 2016, on a eu un prix moyen de 551 francs, alors que l'État nous autorise à vendre le sucre jusqu'à 600 francs. Donc le prix moyen relevé en 2016, c'est 551. Et pour le sucre en carreaux, en morceaux, le paquet, et le prix moyen également, c'est 750. Et vous êtes en train de nous dire que les commerçants respectent les prix sur le marché? Oui, puisque c'est l'État même qui a communiqué ces informations pendant le cadre. Donc, ce n'est pas les commerçants qui ont parlé, c'est l'État. Et donc, ces prix respectent, en tout cas, les prix fixés par l'État pour cette denrée-là. Et je voudrais également rassurer la population qu'au Burkina Faso, beaucoup d'efforts sont faits. Lorsqu'on regarde chez nos voisins, en Côte d'Ivoire par exemple, le sucre granulé est à 660 francs le kilo. 660 francs le kilo. Et donc les prix varient là-bas entre 660 et 700. C'est le prix que j'ai relevé hier seulement. En Côte d'Ivoire, et là, ce n'est pas en périphérie, c'est à Trécheville qu'on a pris les prix. Et donc, les prix varient entre 660 et 700 francs pour le sucre granulé. Donc, les commerçants burkinabés font des efforts. Je voudrais terminer. Oui, allez-y. Et pour le sucre en carreau, les prix varient entre 800 et 900. Et les gens peuvent vérifier cette information. Donc, des efforts sont faits. Alors que même le sucre importé, on ne le vend pas à ce prix. Nous traversons la Côte d'Ivoire, nous supportons le transport, malgré tout ce qui s'est dit par rapport à la limitation de la charge à l'essieu. On a fait un effort pour que nos prix soient en tout cas maîtrisés, surtout pendant l'année 2016. Et aujourd'hui, le cadre de concertation a reconduit les mêmes prix que nous devons respecter pour l'année 2017. Alors, et je crois que le travail se fait. Ils peuvent intervenir. Est-ce que finalement, il n'y a pas une mauvaise foi des consommateurs? Non, parce que les prix qu'ils donnent quand même... Non, il n'y a pas de mauvaise foi. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'ils prennent des exemples, je suis d'accord avec ça, mais nous, notre difficulté ici, c'est qu'aucun prix n'est affiché. Les prix doivent être affichés en boutique. Aucun prix n'est affiché. Et je ne sais pas sur quelle base. C'est pas vrai? Il dit c'est pas vrai, il répond. Alors. Mais de toute façon, on peut prendre les Burkinabés à témoin. Vous-même, vous êtes là, allez dans toutes les boutiques. Non, moi je suis là pour la régulation. Non, je veux dire que l'affichage des prix n'est pas respecté. Le ministère du Commerce ne me dira pas le contraire. C'est une bataille que nous avons menée. Il va répondre. C'est à lui la question est adressée. Après, on revient à vous, M. Diallo. Oui, allez-y. Je voudrais rassurer que dire que les prix ne sont pas affichés, c'est quand même trop dire. C'est vrai que... Les prix sont affichés devant les boutiques. Nous, on parle de ce qu'on doit faire. Et à ma connaissance, en tout cas, nous affichons les prix. Mais il peut effectivement arriver que certains n'affichent pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent veiller à ce que cela soit fait. Et nous ne devons pas prendre ça comme un élément pour dire que les gens n'affichent pas les prix. En tout cas, les prix sont affichés. Dès que l'autorité a exigé que nous affichions les prix, nous avons toujours affiché. Et je crois que moi-même, j'ai souvent remarqué cela. Alors, M. Diallo, qui... moi, pour ce qui est des prix, non. Il sait très bien, quand on parle des prix affichés, ce sont les grandes surfaces. Si vous rentrez dans les quartiers, il n'y a pas de prix affiché. Il n'y a aucun prix. Ça, tout le monde le sait. Je voudrais juste revenir sur les prix moyens qu'ils donnent. En ce qui concerne l'année 2016, des efforts ont été faits.
Mais quand on prend ce qu'on a fait comme travail, la dernière session là, du CCT, là, le prix moyen du sucre granulé à 620. Alors qu'en 2005, on vous a recommandé de vendre à 600. Le prix moyen du sucre granulé à 750. Donc, et j'ai dit une chose qu'il a voulu nier, mais quand vous regardez les prix pratiqués aujourd'hui, là, je le dis, les gens pratiquent les marges maximales. Bon, ça c'est peut-être leur droit parce qu'il y a un texte qui leur dit qu'ils peuvent aller jusqu'à ce niveau, mais il n'y a pas l'esprit de concurrence. Mais je dis bien qu'il n'y a pas l'esprit de concurrence parce qu'on a combien de cimenteries au Burkina? Mais si vous partez payer le ciment partout, ce sont les mêmes prix. Merci. Et lorsque les gens font des remises, à un moment donné, ils sont obligés de ne plus faire de remises parce qu'il y a des limites et il y a des contraintes en matière de structure de prix. Il y a des dépenses incompressibles. Même si tu veux vendre moins cher, tu ne peux pas quand même vendre pour perdre. C'est-à-dire que c'est le prix minimum. C'est le prix minimum. Et lorsque ce prix minimum est atteint, bon, tu peux avoir l'impression que les gens se concertent. Alors que non, c'est la réalité du terrain qui les oblige à cette application. Monsieur Tega, vous êtes interpellé justement sur le contrôle des prix qui ne sont pas affichés dans les boutiques. Et là, vous ne faites rien. D'abord, il faut dire que la loi impose la publicité des prix. L'affichage, étiquetage, marquage, c'est obligatoire. Aucun produit ne peut être dans une boutique et en vente au détail où on n'a pas le prix affiché. Donc, normalement, les contrôles, si on arrive, si tu n'as pas affiché, tu as des problèmes. Donc, mais c'est comme nous le disons, regardez Ouagadougou actuellement. Mais il y a les contrôleurs, ils sont actuellement ici une trentaine. Pour la ville de Ouagadougou. Et ça doit être, l'équipe doit être constituée au moins de 2 personnes. Ça veut dire que c'est 15. Si tout le monde sort, c'est 15. Alors les 30 là, même les patrons sont dedans. C'est pour dire que c'est la couverture des contrôles qui ne permet pas de suivre. Oui, parce mais que si le temps n'arrive pas, pourquoi ne pas donner aux consommateurs? Le débat a été posé ici. Pour que les consommateurs eux-mêmes contrôlent. Parce que... mais je ne vous coupe pas. Hein. Je pense que le ministère du Commerce le sait très bien. Même les campagnes de sensibilisation, on nous a dit au ministère du Commerce qu'on n'appartient pas aux associations de consommateurs de faire des campagnes de sensibilisation, qu'eux-mêmes peuvent le faire. À tel point qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'affichage des prix qui devait faire objet d'une campagne par le ministère du Commerce. Face à cette difficulté, on leur avait dit, c'est un pan que des associations de consommateurs peuvent faire comme campagne. Ce qui n'a pas été accepté parce qu'on nous a dit au ministère, nous sommes suffisamment outillés pour faire la campagne de sensibilisation. Donc, je ne comprends pas qu'on nous dise aujourd'hui, normalement, ça doit être affiché, mais tout le monde constate au Burkina qu'aucun prix n'est affiché. Aucun prix. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes ces petites boutiques-là, à part les grandes surfaces, aucun prix n'est affiché. On vend pratiquement à la tête du client. Et je voudrais vous rassurer, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais il est important que ces textes-là soient respectés. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi justement cette flambée des prix. Nous avons circulé notre micro dans les artères de Ouagadougou. Il y a 2 personnes qui ont une idée. Nous les suivons. Souvent, les importateurs nous expliquent du fait que sur le marché international, il y a peut-être des ruptures de certains produits qui font que les usines sont obligées d'augmenter les prix. Mais d'autre part aussi, ils expliquent du fait que les taxes douanières sont un peu élevées. C'est ça. Sinon, nous, on n'est pas des importateurs. Nous n'avons pas d'explication à cette flambée des prix, à moins de demander aux autorités. Voilà. Et on a des autorités. Je pense que sur cette affaire, il faut qu'on ait de la mémoire. À l'époque, en 2011, monsieur le ministère du Commerce parlait de 2011, nous avons proposé à l'époque la fameuse centrale d'achat. Cette centrale d'achat, qui jusqu'à présent est en étude au niveau du ministère du Commerce. De 2011 aujourd'hui, ça fait pratiquement 6 ans. Cette centrale d'achat est toujours en étude. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est comment lever l'urgence. Parce que comme il a dit, il a si bien expliqué, c'est comment résoudre cette équation-là d'être dans une économie libérale
et puis faire cette gymnastique-là, de pouvoir contrôler des prix dans une économie libérale. Comment on va réussir ça? On prend un modèle économique et dedans, on veut distordre. Mais parce que comme chacun s'en va acheter, on ne sait pas où il achète. Ça dépend de la quantité que la personne achète. Nous avons discuté avec les boulangers. On a eu des problèmes avec les boulangers. Pourquoi? Parce qu'il y a des boulangers qui achètent la farine au détail pour faire le pain. Mais il ne peut pas avoir le même prix à l'achat que quelqu'un qui achète la farine en gros. Même à ce niveau, on leur a dit il faut un cahier des charges. Si quelqu'un veut être boulanger, il y a un cahier des charges qui lui permettent effectivement de pouvoir rentrer dans la profession. La centrale d'achat, c'est notre solution. Ce n'est pas miracle, mais c'est la solution définitive. Sinon, toutes les girouettes que nous sommes en train de faire, c'est comment réussir à contrôler des prix dans un système libéral. Nous-mêmes, nous sommes curieux de savoir comment cela va se réussir, mais nous avons un exemple en face. Il n'y a pas ce problème avec la CAMEG. On a pris l'exemple de la CAMEG. La CAMEG, au départ, qu'est-ce qui fait la chance de la CAMEG aussi? La CAMEG, c'est parce que c'est une centrale d'achat, qu'elle a cette capacité-là de commander des produits sur l'année. Ce qui lui permet de ne pas vivre les vicissitudes que les transports, les supercheries du commerce international peuvent poser. Mais tant que quelqu'un est libéré à lui-même et qu'il va aller acheter, mais souffrez que quand il aille acheter, et nous avons dit, nous sommes contre le fait que le gars, il vende à perte. Il ne doit pas vendre à perte. Alors, le principe, il ne doit pas vendre à perte. La centrale d'achat. Le principe de la centrale d'achat, c'est la solution qui peut nous permettre effectivement de sortir de ça. Et on a dit aux gens de ne pas s'inquiéter. La centrale d'achat ne concerne que les produits de grande consommation. Ça ne va pas empêcher quelqu'un de faire son commerce. Mais l'État estime que sur un certain nombre de produits, il est important qu'il y mette la main. Mais s'il doit y mettre la main, il faut qu'il y mette les moyens pour ne pas qu'on dise aux consommateurs, il faut aller acheter dans la boutique de l'État. Parce que nous aussi, on a eu des consommateurs à qui on a dit ça. Bon, si tu dis que ce n'est pas le bon prix, va acheter dans la boutique de l'État. Monsieur Tega va répondre. Voilà. La centrale d'achat comme solution. C'est vrai ce que vous dites. Vous savez que le processus de libéralisation, l'État s'est désengagé des secteurs productifs. Le commerce, tout ça, vous avez vu, Fasoya, tout ça, la caisse générale de péréquation, l'économie de l'armée, tout ça, on a tout dessous, parce que l'État doit, c'est une des conditions, l'État doit se désengager de ces trucs. Maintenant, ce qu'il dit, c'est vrai, la réflexion consiste à organiser les commerçants, les organiser, les inciter à se regrouper pour faire des achats groupés. Ce qui va faire des remises, voilà. Comme ça, quand ils viennent, ça peut résoudre ça. Mais je ne suis pas sûr que l'État, dans son trésor actuel, ou bien c'est les organismes rattachés ou quelque chose, peuvent dégager des fonds pour faire quelque chose. Peut-être tellement que, c'est comme il l'a dit, ce matin, je me suis enseigné, le problème de GIE, ça y est en étude. Ils sont en train de... Ils ont commis une étude qui va montrer comment on va faire ça. Non, on leur a dit, on prend les bons exemples. Oui. La CAMEG, c'est un bon exemple. Même si ça se déchire depuis un certain temps. Non, ça se déchire parce que c'est un bon exemple. Tout ce qui est bon, vous allez trouver des gens pour déchirer ça. Parce qu'au départ, la création de la CAMEG, il y a des gens qui n'en voulaient pas, mais qui aujourd'hui, ça forçait respect. La CAMEG, j'ai dit aujourd'hui, la centrale d'achat dont nous parlons, c'est l'État, la société civile, le secteur privé. Ce n'est pas une société d'État. Ce n'est pas laissé à la portée seule des commerçants. Les commerçants seront dans la centrale d'achat. Ça ne concerne que les produits que le gouvernement estime que c'est tellement sensible qu'il doit y mettre la main. La preuve est que nous sommes en train de discuter ici des heures parce que les populations en ont besoin. Parce que quand vous allez acheter un bateau de riz, vous n'avez pas le même prix que quand quelqu'un va acheter une remorque de riz. Dans le commerce international, plus vous achetez, moins c'est cher. Moins c'est cher. Donc il est important que la centrale d'achat... On va prendre le point de vue de M. Sessouma. M. Sessouma, sur la centrale d'achat. La centrale d'achat, à mon avis, cela veut dire que les gens n'ont pas suffisamment confiance au système actuellement qui est en marche. Mais puisque les consommateurs crient à la cherté, justement. Moi, je pense plutôt que les gens ne sont pas beaucoup informés.
Et sinon, la vie n'est pas chère. Sinon, si on compare les éléments des prix que nous avons Répondez ici, à ma question, je ne parle pas oui. de vie chère, je parle des prix, puisqu'on parle. Nous sommes là pour parler des prix et des mécanismes qui sont actuellement en vigueur, qui permettent à l'État d'approvisionner le pays en de bons produits et de façon, effectivement, à ne pas rendre les produits la chair. Et je crois que le cadre a été créé pour ça. On n'a pas besoin d'une centrale d'achat. Non, je continue. Bon, si la centrale d'achat, elle sera confrontée aux mêmes réalités que ce qui se passe déjà là. Parce que quand on n'apprécie pas bien, on ne connaît pas bien les raisons qui sont à l'origine des problèmes, on peut se tromper. Moi, je sais que même s'il y a une centrale d'achat, elle sera confrontée aux mêmes réalités. Parce qu'il y a Sonagès qui est là, mais il n'y a souvent pas de riz disponible au niveau des... C'est peut-être pas le même rôle, M. Diallo. Monsieur Diallo, d'abord. Je voudrais juste revenir avec nos amis chargés de nous vendre les produits pour dire tout simplement que souvent on fait des comparaisons. Quand vous dites qu'en Côte d'Ivoire, ça coûte plus cher, mais qu'est-ce que vous prenez en compte dans votre analyse? Est-ce que le pouvoir d'achat au Burkina Faso est le même que celui de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des données qu'il faut prendre en compte. Nous parlons de vie chère, là. C'est quand le revenu ne permet pas d'avoir les éléments essentiels à notre survie même là. On parle de vie chère. Si j'ai un pouvoir d'achat qui me permet d'acheter du sucre à 1500, même si on fixe à 1500, il n'y a pas de problème. Mais si on fixe à 1500 que je ne parviens pas à acheter, c'est ça qui pose problème. En tant que consommateur, c'est justement ça notre souci. Et c'est pour ça, quand on fixe les prix, on tient compte de tout ça. On ne fixe pas au hasard. On veut que, et il l'a dit, on ne veut pas que vous vendez à perte. Parce que quand vous allez vendre à perte, là, vous ne pourrez même plus aller acheter pour venir nous vendre. Ce n'est pas ça que nous voulons. D'accord. Mais nous voulons que vous vendiez de sorte que nous puissions acheter. Le tout, c'est de savoir quel est le prix autorisé. Est-ce que le prix est respecté? C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que le prix est normal, est licite? C'est ça le principe de la liberté contrôlée des prix. Lorsque on vient à acquérir un bien, alors donc on a obligation de décomposer le prix à l'autorité qui doit comprendre. Et après ça, donc une limite est fixée. Donc ce qu'il nous revient d'expliquer ici, c'est de montrer à l'opinion si ce processus-là se fait normalement, si le processus de l'importation se fait normalement, et est-ce que le prix dégagé par la marge tolérée par l'État est respecté sur le marché, et non regarder un prix qui est fixé hier, un prix qui est pratiqué hier au marché, et aujourd'hui il y a une évolution. L'évolution, c'est même ça le principe de la liberté de contrôle des prix. Les commerçants ont la possibilité de faire des remises, et lorsqu'il y a des remises, donc les gens vont sentir qu'il y a une baisse. Mais quand le jour qu'ils ne vont pas faire de remise, les prix vont monter, mais il y a un plafond qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et en tout cas, je reviens encore sur les éléments que le cadre même a publiés pendant notre concertation. Ces prix ont été respectés. Les prix ont été respectés en ville. Mais seulement, il y a eu souvent des variations, mais ces variations n'ont pas été au-delà, effectivement, de la limite. Vous avez parlé de 620, que pour le sucre que les commerçants ont souvent en 2016, en 2017, le cadre avait répondu qu'il s'agissait du sucre de ce sucre qui n'était pas disponible en fin d'année. En réalité, lorsque ce sucre produit, avec les accords que nous signons actuellement avec ce sucre, parce qu'il y a un accord, un protocole qui existe entre les distributeurs et puis la SN Sucre, alors donc lequel protocole est suivi par l'État. Donc il permet effectivement à ce sucre de pouvoir vendre son sucre et en dépit des importations. Donc les commerçants ont obligation de vendre d'abord, d'acheter le sucre de ce sucre et de le vendre d'abord avant de procéder à des importations. Donc
lorsque le sucre de Sosco était fini, en novembre, donc les stocks résiduels qui existaient par-ci, par-là, ont subi une augmentation, mais l'augmentation a été corrigée dès que la campagne de Sosco a redémarré. Et aujourd'hui, le sucre n'est pas à 620, mais il est à moins de 600. On n'a pas utilisé notre débat sur la centrale d'achat. Non, je vais rassurer. C'est la Chambre de commerce. Ce que je dis, c'est tout autre chose. Quand il dit c'est importé, la procédure a été respectée, c'est à quel prix on achète. C'est ça, c'est le prix d'achat. Quand on achète cher, on vend cher. C'est ça, c'est exact. C'est logique. C'est logique. Plus vous êtes nombreux, c'est-à-dire que plus on arrive à acheter en grand nombre, on a des prix excellents. C'est en cela que la centrale d'achat est bénéfique. Et si nous la voulons en termes associatifs comme la CAMEG, c'est pour éviter que des gens s'accaparent le bénéfice de la structure. Si c'est pas cette structure, les bénéfices de la structure doivent être réinvestis dans la structure. C'est ce qui a fait grandir la CAMEG. Et il est important que les gens se rassurent. On ne va pas tuer le commerce avec la centrale d'achat. La centrale d'achat ne va concerner que les produits de grande consommation. Parce qu'on en parle, mais il faut trouver une solution définitive. Parce que vous achetez à n'importe quel niveau. Chacun a son fournisseur. Quand vous dites on respecte oui, vous respectez. Mais est-ce que cette centrale, justement, va empêcher, par exemple, les prix de grimper lorsque, comme aujourd'hui, le dollar grimpe? C'est pas ça. Le problème de la centrale d'achat, c'est quoi? C'est qu'on aurait une beaucoup plus grande manœuvre. On pourrait acheter des stocks sur un an. Prenez, quand vous achetez, si vous savez votre consommation de riz et que vous l'achetez pour un an, ce n'est pas la même chose que chacun part un mois acheter une remorque tirée revenir. Est-ce que c'est la même chose? Nous avons vécu la crise de 2011, nous avons visité les magasins de Ouagadougou, on n'en avait pas pour 3 jours de consommation. 2011, c'est pas loin. Et c'est pour ça que l'idée de la centrale d'achat est venue. Parce qu'il fallait pérenniser l'opération. Chacun achète à son rythme, selon son enveloppe financière. C'est vrai que c'est un gâteau aujourd'hui qu'on partage. Il y a peut-être aussi que face à certaines crises, comme en 2014, l'insurrection, il y a des actes de vandalisme qui emportent. Oui, ça c'est vraiment subsidiaire. Oui. Ce n'est pas ça le fond de la crise. Ce n'est pas tous les magasins qui ont été saccagés. La preuve est que les magasins de la CAMEG n'ont pas été saccagés. Je vous donne l'exemple de la CAMEG. La CAMEG, au niveau des génériques, au départ, tout le monde, il y a des gens qui étaient contre les génériques. Mais aujourd'hui, quand vous avez un seul fournisseur, aujourd'hui, quand vous allez dans les pharmacies, pourquoi les prix n'évoluent pas au niveau du générique? Parce qu'ils ont un seul fournisseur, la CAMEG. Imaginez qu'on ait une centrale d'achat où tout le monde a un seul fournisseur. Ça veut dire qu'eux-mêmes, là, le seul fournisseur, c'est la centrale d'achat qu'on a créée, là, de produits de grande consommation. Chacun a un seul fournisseur. On sait d'où le prix est. On connaît comment c'est suivi. Est-ce que ça ne serait pas bénéfique pour vous-même, opérateurs? Même pour eux, c'est bénéfique. Même pour eux, c'est bénéfique. Parce qu'ils n'ont pas la grande surface financière. Bon, nous pensons que à l'étape actuelle, en tout cas des choses, il n'y a pas de souci à se faire en ce qui concerne l'approvisionnement du pays en termes de denrées. Nous avons fait le travail de façon efficace jusqu'à aujourd'hui et nous sommes en tout cas sur ce plateau pour rassurer que les efforts sont faits pour que les prix soient maîtrisés. Et nous avons donné une preuve que pour le sucre, par exemple, nous avons importé le sucre du Brésil, de la Thaïlande et de l'Ukraine. Mais lorsque nous payons le transport depuis le port jusqu'à Ouagadougou, nous pouvons vendre nos sucres moins cher que le prix qui se pratique à Abidjan. Ça, c'est un élément concret. Non, je ne voudrais pas... Il termine. Non, je ne voulais pas couper, mais c'est souvent c'est très important. La centrale d'achat dont vous aurez tu droit à la parles. parole tout à l'heure, s'il vous plaît. Monsieur Tega a donné l'exemple des fossoyards et puis de la Caisse générale de péréquation pour le riz. Mais pourquoi ça n'a pas continué à fonctionner? Parce que lorsque on n'étudie pas bien les raisons, en tout cas des problèmes, on peut se tromper. Bon, nous, on n'est pas contre l'idée d'une certaine centrale d'achat. Mais nous voulons seulement rassurer que la centrale d'achat ne va pas pouvoir diminuer les prix sur le terrain. Parce que la centrale d'achat sera obligée de s'approvisionner sur le terrain. Il parle qu'il y a manque de concurrence. Mais la liberté, les gens sont libres d'importer les produits.
Et une seule personne ne peut, en tout cas, orienter les prix dans un pays. Le sucre, par exemple, le riz, il y a combien de personnes qui interviennent sur la question? Il y a beaucoup de personnes. Et donc, le prix que les gens ont, c'est effectivement les efforts conjugués des uns et des autres. Et par la concurrence que nous réussissons, en tout cas, à obtenir ces prix. Merci. Non, je pense que M. Sessouma était là en 2011. Oui. En 2011, il y a eu un problème sur le sucre à Banfora. Vous étiez à la concertation sur la Sodisucre. Justement, c'est... La fameuse Sodisucre. J'arrive, je vais dire. Oui. La fameuse Sodisucre. Qu'est-ce qu'on a constaté en 2011? On a constaté en 2011 qu'il y a une société qu'on appelait Sodisucre, qui achetait toute la production de la Sosiko sans quitter Banfora. Société de distribution de sucre. Sans quitter Banfora. Ça veut dire qu'étant à Banfora, il achetait toute la production de la Sodisucre sans quitter Banfora. C'est même ça qu'il ne faut pas accepter. Non, mais c'est pour vous dire, c'est parce qu'à l'époque... Une centrale d'achat. J'arrive. C'est parce qu'à l'époque... C'est parce qu'à l'époque, avec l'action des associations de consommateurs, ce monopole a été cassé, que le sucre a connu sa pérennité. Sinon, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, la centrale d'achat ne va pas les empêcher de travailler. La centrale d'achat ne va exister que pour les produits de grande consommation. On va passer à autre chose parce que ça devient un dialogue entre deux. La centrale d'achat, l'idée de la centrale d'achat, ça veut dire que l'État va donner les moyens à cette centrale-là et pour pouvoir vendre les produits sans marge, peut-être, je ne sais pas. Bon, comme ce sont des idées qu'on jette, et ce sont les bases, en tout cas, qu'on est en train de lancer. Et je ne sais pas, mais sinon, si c'est une centrale qui doit s'approvisionner sur le marché international, qui doit importer et faire subir le transport, peut-être qu'elle ne va pas payer de douane. Sinon, ou peut-être qu'elle ne va pas supporter la charge. Sinon, les prix seront les mêmes. Sinon, elle va vendre plus cher que nous. Parce que pendant la caisse, quand la caisse de préparation était là, les commerçants vendaient le riz moins cher que la caisse. Monsieur Diallo, sinon on aura un dialogue entre... Oui. Parce que l'idée là, c'est que quand c'est une centrale, la capacité d'acheter beaucoup là fait déjà que le prix des revient va diminuer. Le coût des revient va diminuer. Si vous partez payer une tonne et quelqu'un part commander 400 tonnes, on ne va pas lui donner quand même la tonne là au même prix. Ça, ce sont des faits du marché. Plus vous payez, plus on vous accorde aussi des rabais. Ça, c'est la première hypothèse qui peut faire qu'au niveau de la centrale d'achat, les coûts vont baisser. Deuxièmement, les querelles que nous faisons aujourd'hui sur les marges à fixer dans la centrale, on pourrait avoir des marges qui vont être en deçà de ce que vous pratiquez aujourd'hui. Parce que ça ne va pas être mu seulement par l'esprit du tout profit. Parce que ce qu'on ne se dit pas ici, c'est que vous parlez, mais vous savez très bien qu'aucun commerçant ne fait du commerce pour les beaux yeux de quelqu'un. Il cherche son profit. Et nous vous comprenons dans ça. C'est pour ça que quand on part au cadre de concertation, on essaie au mieux, même si nous voulons aussi en tant que consommateurs avoir nos intérêts protégés, de vous comprendre. Donc, il ne faut pas du tout penser que cette idée-là n'est pas la meilleure et que c'est en laissant le marché nous gérer que nous pourrons mieux faire. Ce n'est pas juste parce que tel que les choses se passent actuellement, ce n'est pas la meilleure solution. Et je pense qu'on peut aller plus loin, comme il l'a dit, avec l'idée de la centrale d'achat. L'idée de la centrale, vous l'épousez? Bon, c'est comme ce que j'ai dit au départ. Le ministère est en train de réfléchir sur comment provoquer des achats groupés. Monsieur Diallo sourit parce que c'est toujours en train de réfléchir. Non. Puisque, en fait, c'est l'État. L'État ne peut pas se lever demain, aller en banque, prendre l'argent pour essayer quelque chose. C'est des fonds publics. Il faut commettre des études pour montrer que l'objectif visé là sera atteint. Et une fois que c'est atteint, comment on va l'organiser et tout, maintenant on lance. L'État ne peut pas... Les risques dans ce domaine-là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'actuellement, l'idée consiste à faire en sorte que les opérateurs économiques se regroupent. Une fois qu'ils se sont regroupés,
s'il y a une structure qui leur permet d'acheter groupé, ça va baisser les prix. Ça rejoint l'idée, puisque l'objectif de la centrale, c'est quoi? C'est acheter beaucoup pour bénéficier de la baisse des prix. Maintenant, bon, eux, ils disent qu'il faut que l'État soit dedans, les consommateurs, tout ça. En fait, ce sont les actionnaire de la centrale. Non, c'est pas actionnaire. Bon, oui, c'est que ça peut s'appeler autrement. C'est les gens qui vont financer la centrale. C'est pour ça que j'ai dit, l'État s'est déjà désengagé des secteurs productifs. Mais est-ce que l'État ne se fait pas complice aussi de cette cherté-là? Parce que jusque-là, lorsqu'on vous écoute, c'est qu'on est en train. Et jusque-là, rien ne se fait. Oui, bah, ce que je vais dire, ce n'est pas une complicité parce que d'abord, l'orientation économique... Il y en a qui estiment, je termine, que puisqu'on a augmenté les salaires des fonctionnaires, donc il faut retirer par l'autre main à travers justement les produits et la taxation. Les taxes existent depuis 2003. Hein. La loi, je vous ai dit, les textes d'application, les textes sur le décret sur la fixation des prix, c'est 2003. Ce n'est pas actuellement. Donc l'État a une politique économique qu'il est en train de dérouler. Donc ce n'est pas parce qu'on a augmenté les prix. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un a son riz, il n'a pas fait la fiche de décomposition, il n'a pas atteint les paiements, il n'a pas indiqué. On peut le contrôler. Il vend plus cher parce que hier, on a augmenté les prix les salaires des il sera sanctionné. Il sera sanctionné. Tant que l'État ne va pas changer les marges, tant qu'il ne va pas changer les prix, celui qui applique autre chose sera sanctionné. Alors, on va écouter Adama Coulibaly qui est avec nous. Il a recueilli les questions des téléspectateurs qui ont la possibilité de participer aussi à ce débat. Bonsoir Adama Coulibaly. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir chers téléspectateurs. Des questions aussi et des réactions. Tout d'abord, Seydou Zoué à Koupela. C'est le PNDS qui renchérit le coût de la vie au Burkina Faso. Les taxes sont à la hausse et ce ne sont pas les commerçants qui vont en faire les frais, mais plutôt le pauvre consommateur. Maurice Sanou à Bobo Dulasso. Pourquoi nous avons des cimenteries au Burkina et le prix du ciment ne fait qu'augmenter? Même les produits locaux sont chers. Cela est dû, je pense, aux taxes interminables. Boureima Yamde à Wargaï. Quel est le prix d'un sac de ciment à l'usine pour qu'on puisse apprécier la marge des commerçants? John Gigma à Ouagadougou. Avant l'insurrection, on vivait mieux, dit-il. Depuis lors, les prix ne font qu'augmenter. Pourquoi cet état des faits? Les commerçants défient l'autorité de l'État sans aucune réaction de la part de celui-ci. Monsieur Ken Roubego à Ouagadougou, la Ligue des consommateurs et la coalition contre la vie chère doivent durcir le ton. Elles doivent aussi veiller au respect des prix sans toujours attendre l'État. Maintenant, Bassirou Badio sur Facebook, le citoyen burkinabé se pose quotidiennement la question de savoir quel est le rôle de la Ligue des consommateurs dans un pays où les prix des produits de première nécessité augmentent tous les jours. Quelle est l'importance de cette Ligue? Et que le ministère du Commerce sache que les contrôles de prix ne sauraient être un tapage politique, il doit être de rigueur et sur toute l'étendue du territoire national. Tanti Rebecca à Bérégadougou, cessez de faire la comparaison des prix avec les pays voisins. Ce que nous voulons, c'est la lutte contre l'inflation. Donc, elle prend un exemple. À Bérégadougou, nous payons le paquet de sucre à 550 francs CFA alors qu'il est produit sur place. Drissa Nadier sur Facebook toujours. Sous la transition, nous avons vu à plusieurs reprises des contrôles de prix sur le marché. Pourquoi le gouvernement actuel ne le fait-il pas? Enfin, Neima Junior Naon, toujours sur Facebook. Quelles sont les mesures urgentes que le gouvernement compte mettre en œuvre pour diminuer les prix des produits de première nécessité? Donc, les graines, le riz, l'huile, le sucre, le pain, le ciment, les céréales. Le peuple souffre vraiment, ajoute-t-il comme mot de fin. Alors, merci à vous, Adama Coulibaly, et merci à tous ces téléspectateurs qui ont appelé. Monsieur Sessouma, vous résistez toujours aux mesures du gouvernement. Est-ce que quelque part, ce n'est pas que vous résistez à l'autorité de l'État? Merci, c'est trop dire. Qui peut résister à l'autorité de l'État? Nous sommes sur ce plateau, nous avons accepté de venir pour donner des explications
sur le travail qui est fait en termes de commerce, en termes d'approvisionnement de ce pays en produits de base. Et les téléspectateurs, j'ai pu noter que à Berega, le sucre est à 550 francs le kilo. Sauf qu'il est produit sur place. Donc il n'y a pas de coût de transport. 550 francs le kilo. L'usine ne vend pas à la consommation finale. L'usine, il y a un dispositif de distribution qui existe. Alors donc c'est ce dispositif qui permet effectivement d'envoyer le sucre sur toute l'étendue, en tout cas du Burkina Faso, du territoire. Et si on peut gagner le sucre à 550, cela vient confirmer le fait qu'effectivement, les commerçants sont en train de respecter les prix. Alors, monsieur... Ça, c'est 550. Mais il y a une autre question. Oui. On dit de donner le prix réel du ciment quand on nous le vend à l'usine. Oui. Cette question est vraiment pertinente. Le ciment CPJ 45, dont il est question, se vend aujourd'hui, en tout cas hier et puis ce matin, à 96 500 francs la tonne à l'usine. 96 500 francs la tonne à l'usine. C'est comme ça que nous, les grossistes, nous payons le ciment. Et pour amener à Ouaga, il faut payer 2 000 francs pour le transport. Donc ça fait 18 500. Et il faut savoir qu'il y a une manutention. Donc quand ça vient, on décharge. Et lorsque quelqu'un paye, donc on doit charger encore pour la personne. Donc ça envoie le prix net à 100 000 francs depuis dans la boutique du grossiste. Les demi-grossistes vont payer maintenant à notre niveau et ils vont effectuer leur transport pour pouvoir le mettre maintenant à la disposition de la consommation finale. Voilà, donc le prix à l'usine, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est 96 500 TTC départ usine, 96 500. Le CPA, c'est 102 500. C'est des informations que les gens veulent. C'est comme ça que nous payons. Et les cimenteries, en tout cas, donnent le ciment à ce prix. Et donc, pratiquement impossible de vendre à 100 000 la tonne. Bon, ce n'est pas à moi de parler. Ils ont demandé le prix pour apprécier eux-mêmes. Oui, mais c'est pour apprécier. Voilà, bon, c'est des informations que nous donnons pour que les gens calculent eux-mêmes. Monsieur Tega, pour voir quel prix il faut pratiquer. Est-ce que finalement l'État aussi n'est pas responsable avec les taxes interminables, comme le dit ce téléspectateur? Les taxes... au niveau de la douane, je crois qu'il parlait de la douane, oui, absolument. Les taxes intérieures comme les taxes extérieures. Bon, le ministère des Finances n'est pas là, c'est vrai, mais les taxes ne peuvent pas, puisque l'incorporation dans le prix, puisque si vous donnez les prix, le revient, si les taxes intérieures ne sont pas dans le... On ne cherche pas la marge sur ça. Voilà. Donc, je ne crois pas que ça puisse avoir... on ne peut pas enlever les taxes parce qu'il y a les taxes. Bon, diminuer les taxes, il faut des études, comme je l'ai dit, pour pouvoir agir sur ça. Et le contrôle, parce que... Le contrôle, oui, ça, je l'ai noté. Effectivement, le contrôle, nous sommes d'accord que... c'est pour ça que je vous ai dit, depuis 2008, on est en train de couvrir tout le territoire. Aujourd'hui, on a 9 régions sur 13 qui sont couvertes et chaque région a pris, c'est-à-dire que les compétences sont étendues. Vers les régions qui ne sont pas couvertes. Voilà, beaucoup d'agents. En 2016, nous avons contrôlé près de 14 000 commerçants sur toute l'étendue du territoire. Les contrôles, mais actuellement, il faut les intensifier. La déconcentration du ministère est en cours. On doit couvrir tout le territoire et puis renforcer les contrôles. Et puis les textes aussi. On a relu la loi 15 pour renforcer les sanctions. Parce que les sanctions aussi, il faut que les sanctions soient dissuasives pour que les gens ne payent pas. Parce que s'il vient, il paye. Et puis il part, ça n'a pas d'effet sur son commerce.
Donc tout ça, c'est des actions. Et le ministère est en train d'acquérir un certain nombre de matériel pour appuyer sur le terrain. Et à les formations, l'inspection technique des services tourne dans toutes les régions. Il y a une sortie actuellement qui va faire pour accompagner, faire l'appui conseil pour montrer, parce que le contrôle dans les boutiques, c'est un travail de terrain. Donc il faut les appuyer et puis voir tous les problèmes. C'est pour dire que le problème de contrôle est un des principaux problèmes du ministère du Commerce à l'heure actuelle que nous gérons. Alors sur le contrôle, justement, messieurs les représentants des consommateurs, monsieur Kendrebego de Ouagadougou estime que vous ne jouez pas votre rôle à ce niveau-là, parce que vous deviez aussi avoir un contrôle parallèle à celui de l'État. Nous faisons un contrôle citoyen. Nous n'avons pas la police, nous n'avons pas la gendarmerie, nous ne pouvons pas faire de la répression. C'est ce contrôle-là qui fait que nous levons les lièvres et nous demandons au gouvernement de l'abattre. Ça, c'est notre rôle. Nous ne pouvons pas aller dans une boutique, dire que ce n'est pas affiché et puis fermer la boutique. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut que chacun reste dans son rôle. Ce qu'on peut demander, c'est qu'est-ce que l'État fait quand il y a des contrevenants. Chaque fois, on dit, je pense que la Ligue est victime de son succès, mais la Ligue n'est pas une autorité. C'est la Commission nationale de la concurrence même qu'on aurait dû interpeller, pas la Ligue des consommateurs. Nous levons le lièvre à chaque fois. Même le fait d'être dans ce débat, c'est juste lever le lièvre. Et nous demandons au gouvernement de l'abattre. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller à l'action. Nous ne pouvons pas aller contrôler, parce qu'il y a des agents assermentés qui le font. Je parle sous le contrôle du représentant du ministère. Il n'appartient pas à la Ligue d'aller contrôler les commerçants. Ça va être un scandale. Nous n'avons pas ce mandat. Nous dénonçons, nous levons les lièvres et nous demandons au gouvernement de l'abattre. Monsieur Diallo. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a tout dit. Hein. Il ne faudrait pas que les citoyens confèrent des pouvoirs aux structures là, qui n'en ont pas dans la réalité. Une association ne peut pas se substituer à l'État, aller faire des contrôles, administrer des sanctions. Non. Nous pouvons interpeller l'État sur son rôle. Nous pouvons dénoncer les pratiques qui ne sont pas conformes à la loi. Maintenant, pour la question du contrôle, je pense que le ministère doit reconnaître aujourd'hui la modicité des moyens et travailler à ce qu'il y ait plus de moyens pour pouvoir effectuer le contrôle de façon plus accrue. J'ai cru comprendre que c'était sa préoccupation, mais avant de venir ici, moi je suis passé à la direction, je vais vous donner le libellé exact. Il y a une direction à leur niveau là, qui contrôle et réprime les prix. Là. Voilà. J'ai ça. La direction... En attendant que vous retrouvez... Oui, donc la direction... Non, ce n'est pas la direction, cette direction. Commission nationale de la concurrence et de la consommation, Agence burkinabé de la normalisation de la... Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes. C'est exactement là-bas que je suis parti pour juste, par curiosité, voir de quels moyens ils disposent. Quand je suis rentré dans la cour, j'ai vu 3 véhicules. Et par curiosité, j'ai posé une question, il y a à peu près combien d'agents ici? Heureusement que lui-même, il a donné ça. 30 agents pour la ville de Ouagadougou, imaginez ce qu'ils peuvent faire. Et sur les 3 véhicules-là, il y a un véhicule qui est venu des régions pour être réparé. Il n'y a que 2 véhicules disponibles pour cette direction. Et comme il a dit, dans les 30 agents, même le directeur du service est compris dedans. Donc ça veut dire qu'il faut faire plus d'efforts pour équiper les services de contrôle, les 3 d'ailleurs que j'ai cités, en moyens roulants, en moyens financiers, mais aussi en ressources humaines. Alors, Nema Junior Naon, qui nous a contacté sur Facebook, demande quelles sont les mesures urgentes, justement, que vous comptez au niveau du ministère mettre en œuvre pour soulager les populations, de façon urgente. De façon urgente, tout de suite, c'est les contrôles. Parce que je vous ai dit, les textes, le dispositif est bon, le dispositif est là. Si toutes les barres, si on arrive à contrôler tous les importateurs, les prix fixés, si on arrive à contrôler l'application, la facturation, si tout est fait, on peut, en tout cas, la vision qui a été donnée peut être respectée. Et pour cela, comme il a dit, il faut que nous sommes en train de renforcer les contrôles.
Parce que c'est le seul moyen. Même si vous donnez l'argent, si vous ne contrôlez pas, les gens ne vont pas respecter. Donc, la seule chose, c'est de former les agents, chercher les moyens. Et je vous ai dit que c'est à partir de 2008. Et si vous vous rappelez, l'État avait arrêté le recrutement. Le recrutement des fonctionnaires, c'était bloqué. C'est au vu de ça même qu'on a ouvert un peu pour que nous, on puisse avoir du personnel. Ce n'est que maintenant, les dernières années, là, les 2 ou 3 dernières années, qu'on arrive à recruter en compte-gouttes. Parce que c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires, on ne peut pas prendre... C'est des fonctionnaires assermentés qui doivent faire le travail. Donc ça y est en cours. Nous sommes en train de recruter tout le personnel qui vient. On les forme. Toute la formation continue sur le terrain. Il y a cet aspect. Il y a aussi les moyens et surtout la déconcentration. Parce que si vous devez quitter ici, aller à Diapara pour faire des contrôles, vous voyez que c'est difficile. Donc, dans chaque région, nous allons avoir des directions régionales. Là où c'est très, très condensé, on peut mettre un service régional sur place là-bas, un service comme les TOD le permettent, pour que tout le territoire soit couvert par les contrôles. D'abord, ça sera d'abord dissuasif, et puis sur le terrain, le travail, s'il est bien suivi, parce qu'il faut suivre aussi. Il faut suivre aussi, et les inspecteurs techniques des services sont là, ils doivent suivre comment se fait le travail sur le terrain, les plaintes, tout ça, et puis les accompagner. Il y a les anciens, il y a des gens qui sont là pour assurer les formations. Donc, en un mot, le contrôle, c'est une des préoccupations premières du ministère. Alors, monsieur Sessouma. Merci. Moi, je pense que lorsque on se réunit sur une table de ce genre, s'il y a un travail qui est déjà fait, qui est bien, il faut que nous acceptons, en tout cas, le reconnaître. Et du travail se fait dans ce pays. Et de façon, en tout cas, très bien. Et le dispositif qui est actuel pour veiller au contrôle des prix de grande consommation, en tout cas, fonctionne. Et le cadre, à commencer par le cadre qui existe, le cadre a été créé pour réunir les acteurs, en tout cas de tous les domaines, pour regarder la possibilité de baisser les prix. Le cadre existe. Pour le sucre, il y a l'observatoire du sucre qui est là, pour observer comment le sucre est vendu, le sucre de ce sucre est vendu pour essayer de préserver cette unité nationale et qui au statut également pour donner les autorisations aux acteurs qui voudraient effectivement importer le complément. Parce qu'on sait que la plupart du temps, les produits nationaux ne suffisent pas pour couvrir les besoins du pays. Et donc, l'Observatoire du sucre existe. Et je vous ai parlé d'un accord. L'accord entre la SN Sosuco et les distributeurs qui permet d'écouler toute la production nationale et d'envisager maintenant l'importation du complément. Tout ça, ça se fait devant et sous le contrôle du ministère. Et ces organes contrôlent comment le travail s'effectue et ça fonctionne. Et c'est ce dispositif qui a permis effectivement d'arriver à ce résultat que je pense que les gens devraient en tout cas reconnaître. Parce que même les téléspectateurs confirment que le prix du sucre, par exemple, est à 550 francs. Et à Bérigadougou, où le sucre est fabriqué, vous insistez vraiment sur les 550, mais il faut préciser que c'est à Bérigadougou où est installée la SN Sosuco. Oui, mais si les commerçants pouvaient augmenter, si c'était un système libre d'augmentation des prix, ce ne serait pas comme ça. Pour elles, on pouvait payer le sucre moins cher que ça. On ne peut pas payer le sucre à l'usine. Vous êtes obligé d'aller payer, puisqu'il y a des distributeurs qui sont là, qui payent le sucre avec ce sucre et qui transportent pour amener au lieu de vente. Voilà, donc... Alors, on va terminer par cette question de M. Seydou Zouré de Koupela. C'est le PNDS qui renchérit le coût de la vie au Burkina. Réaction. Les taxes sont à la hausse et ce ne sont pas les commerçants qui vont en faire les frais, mais plutôt les consommateurs. Non, je pense que, avant d'arriver à cette question, je pense que au niveau du ministère, ce qu'il faut reconnaître, je pense qu'on est là depuis un certain temps, on parle, le ministère fait trop de privé.
c'est de bonne guerre. Je pense que c'est une question de plaidoyer. Vous gérez en même temps le privé et en même temps les consommateurs. Mais comme les consommateurs ne sont pas organisés, en fait, sont désorganisés, le privé prend le pas. Sinon, à écouter M. Sessouma, tout va pour le meilleur du monde, aucun prix n'est exagéré, on devait continuer comme ça. Hein? Vraiment, je pense que ce n'est pas ça, ce n'est pas juste. Ce qui crève les yeux, ce qui est têtu, on doit le reconnaître. Et puis se donner les moyens. Quand nous nous retrouvons autour d'une table, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les propositions que nous pouvons faire pour améliorer ce qui existe. Prendre les bons exemples. J'ai parlé de l'exemple de la CAMEG tous les jours. Vous avez parlé d'études. On s'inspire de ce que la CAMEG a réussi. Ce n'est pas compliqué. Des bons exemples existent, on prend les bons exemples. On a compris, on est pris par le temps, malheureusement. Pour le PNDS, non, je ne suis pas convaincu. Le PNDS n'est même pas encore en application, qui ne peut pas faire souffrir les consommateurs, je ne crois pas. D'accord, on va s'arrêter là parce que nous sommes malheureusement au terme de cette émission. Je précise que nous avions sur ce plateau M. Mohamed Balima Tega, il est du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Avec nous aussi M. Pierre Nakoulma de la Ligue des consommateurs. Avec nous M. Seydou Zanga Sessouma de la Chambre de commerce. Et avec nous M. Moussa Diallo de la Coalition contre la vie chère. Je tiens à faire une mention spéciale à Mme Tanti Rebecca de Berigadougou, qui est une fidèle de cette émission, puisqu'elle intervient à chaque fois justement qu'on tient cette émission. Merci à elle. Et merci à vous tous qui avez pris votre temps pour suivre cette émission. On espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Merci à toute l'équipe technique coordonnée par Fousseni Kindo et merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTV.